Bonjour à toutes et tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire autour du DELFPRIM. Donc, c'était dans le cadre du Belk d'hiver. Comme vous le savez, vous étiez nombreux la dernière fois et vous savez qu'on a eu quelques soucis techniques qui nous ont contraints à stopper le webinaire il y a 15 jours. Et donc, merci beaucoup d'être aussi nombreux que la dernière fois, voire plus, puisqu'on a une centaine d'inscrits en plus. Donc, on est très content de vous accueillir. Et cette fois-ci, on espère que tout va bien se passer. Bienvenue à toutes et tous. Vous êtes nombreux de très nombreux pays. Et on va commencer donc ce webinaire sur le DELFPRIM, comment évaluer l'apprentissage précoce du français. Donc, pour ce webinaire, nous sommes en présence de Marie Gouelleux, donc Marie qui est ingénieure pédagogique à France Éducation Internationale, et Magosha Frekelin qui est attachée de coopération pour le français en Thaïlande. Toutes les deux sont co-autrices d'ouvrages de préparation au DELF, notamment le DELFPRIM, et également des épreuves DELF dans différents ouvrages de collection pour adolescents, pour adultes, donc aux éditions Didier Français langue étrangère. Donc merci, bienvenue, et on va pouvoir donc commencer à vous présenter un petit peu ce sujet. La slide suivante. Pour vous rappeler, mais je pense que vous êtes tous très bien informés, puisque vous êtes probablement nombreux à être examinateurs, habilités examinateurs, correcteurs du DELF. Donc, le DELFPRIM, c'est trois diplômes, 1.1 à 2. Ensuite, sur le junior scolaire, c'est du A1 jusqu'au B2. Le tout public, du A1 jusqu'au B2. Et le DELF, c'est un C2. Pour tous ces diplômes de France Éducation Internationale, vous avez aux éditions Didier des ouvrages de préparation dans une collection qui s'appelle 100% réussi. Et nous sommes heureux de constater que nous sommes de très très loin les plus plébiscités en termes d'ouvrages pour l'apprentissage, pour la préparation au diplôme du DELF. Donc on vous remercie pour votre confiance. Et donc, vous retrouverez cette collection 100% réussite pour le tout public, c'est les ouvrages que vous voyez apparaître, également pour le junior et scolaire. Et nous sortons actuellement le DELFPRIM et il existe également le DALF. Je vais laisser la parole donc à Marie qui va commencer ce webinaire et Magosha prendra la suite. Merci Stéphane. Oui, cette collection que tu mentionnes, 100% réussite DELF, prend sens puisque comme le montre ce graphique, les examens du DELF et du DALF sont les certifications en français les plus passées au monde. On voit ici donc sur le graphique que j'ai entouré en rouge 2019, qui est notre année, qui est l'année repère pour France Éducation Internationale, où nous avions atteint plus de 500 000 candidats, 514 000 je crois de mémoire, et donc avec une baisse évidemment que tout le monde a connue liée à la pandémie. Et vous voyez qu'en 2024, on se rapproche un petit peu de ces chiffres repères. Pour le tout public, les véritables enjeux de ces examens se situent en B2 et en C1 également, d'autant plus avec la nouvelle loi immigration qui prendra effet, je pense, dès le mois d'avril et qui vient de relever au niveau B2 le niveau de langue requis pour obtenir la nationalité française. Voilà. Mais nous, dans ce webinaire, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur l'évaluation des compétences des jeunes apprenants. Voici de quoi nous allons parler avec vous tout au long de cette heure. On va déjà commencer par une brève définition de ce qu'implique l'apprentissage précoce. Et puis ensuite, on va découvrir le DELFPRIM, qui est la seule certification à évaluer les compétences des jeunes apprenants. On verra dans sa globalité ce que c'est que le DELFPRIM, avant de se pencher plus spécifiquement sur les épreuves de compréhension de l'oral et des écrits, et ensuite les épreuves de production orale et écrite, pour essayer de voir comment nous, dans nos ouvrages, nous préparons les élèves, et puis ensuite, nous vous présenterons nos 2 ouvrages de préparation, ces ressources utiles pour préparer les jeunes.
Voilà. Alors, on va commencer par l'apprentissage précoce et surtout, je vais m'arrêter sur cet adjectif précoce. Il faut savoir que par le passé, il était d'usage d'introduire l'apprentissage des langues étrangères une fois seulement que l'enfant avait acquis les bases de sa langue maternelle et acquis les apprentissages fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et le calcul, ce qui était bien souvent à l'arrivée, qui correspondait à l'arrivée des enfants dans le secondaire. Mais les études ont montré qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de proposer un enseignement de langue étrangère plus tôt dans la scolarité, et notamment au primaire. Et ça peut être avant, mais nous, on va s'attarder sur le primaire, puisque c'est l'âge du public cible de cet examen du DELF-Prime. Voilà, constitue à peu près entre 7 et 11 ans par rapport au système éducatif français. Alors, quand il est précoce, l'apprentissage de la langue étrangère se fait en parallèle, finalement, à l'apprentissage des autres aptitudes, hein, que ce soit l'acquisition, on l'a vu, de la lecture, de l'écriture dans la langue maternelle, mais aussi l'apprentissage de l'autonomie de l'enfant, et puis l'apprentissage d'autres savoirs dans d'autres disciplines, comme la géographie, des notions en histoire et en mathématiques. Donc, puisque l'apprentissage de la langue, des aptitudes de base n'est pas encore fixé, il y aura forcément une corrélation entre l'ensemble des apprentissages auxquels les enfants sont confrontés. Il sera par conséquent primordial d'adapter et de hiérarchiser les contenus à enseigner et à évaluer également. On ne pourra pas demander, par exemple, à un enfant de lire ou d'écrire en langue étrangère s'il ne sait pas le faire déjà dans sa langue maternelle. Voilà, l'évaluation, évidemment, sera adaptée de fait. Alors, concrètement, adapter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire limiter au minimum le métalangage utilisé pour les enseignements. Ça veut dire aussi bien expliciter les consignes et mettre l'accent sur la compréhension intuitive qui va aider l'enfant à se saisir de ces enseignements en jouant sur l'intonation, sur les gestes, sur le contexte. Il faut savoir aussi qu'à partir de 7 ans, un enfant acquiert une certaine logique, mais uniquement sur des objets concrets, puisqu'il a encore besoin de visualiser pour apprendre, et il raisonne de manière empirique. Ça veut dire qu'à partir de 7 ans, il est capable de classer des éléments, de compléter des textes à trous, des listes, d'établir des séries. Il acquiert aussi des notions d'espace et de temps. Et donc, nous, on va, à travers l'enseignement, à travers l'évaluation, exposer ces enfants à des contenus très visuels et concrets pour stimuler toutes ces capacités qui sont en cours d'acquisition, que ce soit dans la langue maternelle ou dans la langue étrangère. Donc, on vient de dire que l'apprentissage précoce d'une langue étrangère se faisait en parallèle à l'apprentissage des aptitudes de base. Ça signifie également que l'acquisition des compétences, elle est souvent partielle. Et pour les plus jeunes, l'oral prendra davantage de place que l'écrit. Alors, pour cela, pour aider l'apprenant à mémoriser ses connaissances, il a besoin de codes supplémentaires. Il a besoin de couleurs, d'images, de sons, d'émotions. Mais il a aussi besoin, puisqu'il est en cours d'acquisition d'une logique, il a aussi besoin d'organiser lui-même les informations qui sont enseignées. Il va avoir besoin de classer, d'associer, de pointer, de colorier. C'est-à-dire, il a besoin d'associer le dire, le faire au dire, le dire au faire ou le faire au dire, pour assimiler. 3 approches sont privilégiées pour cela. On a l'approche ludique, qui permet de dissimuler l'objectif des apprentissages tout en permettant leur réalisation. Une approche multisensorielle. Chez l'enfant, l'apprentissage, il est holistique, ça veut dire qu'il est pris comme un tout. L'enfant va utiliser tous ses sens et tout son corps pour apprendre aussi bien sa langue maternelle que la langue étrangère. Il va écouter de façon active, il va expérimenter la langue, il va jouer avec à travers ses 5 sens. Alors, le sens auditif, visuel, ce sont ceux qu'on connaît, nous, le plus en enseignement et encore plus en évaluation, mais pas que. Il va aussi utiliser le sens kinesthésique, qui est le toucher, le mouvement, et les sens gustatifs, olfactifs également. Et on a une dernière approche qui est l'approche actionnelle,
pour que l'enfant trouve du sens finalement à son apprentissage. Hein. Donc nous, dans l'enseignement ou dans l'évaluation, on va le placer dans une situation avec des objectifs concrets qu'il va comprendre, hein, pour trouver du sens. Ces 3 approches, elles ont l'avantage de mettre l'enfant dans une atmosphère amusante, déstressante, parce que l'évaluation ne doit en aucun cas être une mauvaise surprise pour les enfants. Hein, d'où la nécessité de bien les y préparer. Alors, pourquoi parler de l'évaluation des compétences des jeunes enfants, hein, de l'apprentissage précoce? Parce que de plus en plus d'enfants passent le DELF-PRIME, passent ce diplôme. Vous voyez ici sur ce graphique, on retrouve notre année repère de 2019 et vous voyez qu'en 2024, on a dépassé cette année repère. Le DELF-PRIME, c'est la seule déclinaison, hein, par rapport aux juniors et au tout public qui a dépassé le nombre d'inscrits par rapport à notre année repère, à l'année repère de France Éducation Internationale qui est en 2019. Voilà. Je vais vous montrer aussi, on vous a préparé avec Magosha un petit jeu. Alors, on ne va pas y passer trop de temps, mais c'est le top 10 des pays qui regroupent le nombre le plus important d'inscriptions au DELF-PRIME, hein, le plus de candidats au DELF-PRIME en 2020, qui ont inscrit le plus grand nombre de candidats en 2024. Donc, on vous a mis les drapeaux. Voilà, donc c'est un petit jeu chez vous. Voilà, essayez de deviner ce top 10 à travers les drapeaux, ou si vous voulez dans le chat, mais voilà, on va pas non plus s'attarder, c'est juste un petit jeu. Alors, je vous laisse deviner quel est ce tout premier pays, hein, qui a le plus grand nombre de candidats. Alors, c'est l'Égypte. Voilà, c'est l'Égypte qui prépare qui fait passer le plus grand nombre de candidats. Et voilà, j'en profite pour saluer ma collègue en Égypte, parce que je sais qu'elle est inscrite et qu'elle nous regarde, qui fait un formidable travail sur les certifications en Égypte. Donc, merci Miel. Ensuite, le deuxième pays, c'est l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne. Un troisième pays qu'on n'attendrait peut-être pas dans le top 3, mais on est très content qu'il y figure. Voilà, c'est peut-être un drapeau dont on a moins l'habitude, en tout cas sous nos latitudes ici en Europe. Voilà, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui est en 3e position, suivi par la Grèce. Voilà. Et en 5e position, un autre pays qu'on ne s'attendrait pas à trouver ici, mais c'est un gros pays pourvoyeur de candidats au DELF de manière générale, c'est le Nigeria. Voilà. Ensuite, un autre pays qui arrive en dessous. Voilà, on comprend un peu plus qu'on prépare le français, c'est l'Espagne. Ensuite, un drapeau que tout le monde reconnaîtra, voilà. Les États-Unis, qui sont suivis voilà, d'un autre pays voilà, qui également fait beaucoup passer le DELF, c'est Madagascar. Voilà. La France qui arrive en 9e position pour le DELF-PRIME. Et le dernier pays, le 10e, on va voir si vous le reconnaissez, c'est le Mexique. Voilà. C'était un petit jeu sur le top 10 des pays. Ensuite, je vous ai mis quelques chiffres 2024 hein, sur le taux de réussite. Vous voyez que les résultats sont très bons pour le DELF-PRIME. Mais curieusement, là, on se rend compte que c'est sur le tout premier niveau, le niveau A1.1, hein, que le taux de réussite est le plus faible, suivi du A2, et puis c'est finalement au A1 que les candidats réussissent mieux. Donc, peut-être un effort de préparation accru à faire hein, sur ce niveau du A1.1 chez les plus jeunes, parce que voilà, un échec peut être traumatisant pour tout le monde, mais je pense encore plus chez les tout petits. Voilà. Alors, le DELF-PRIME, on va regarder un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est. C'est un diplôme, c'est avant tout un diplôme de reconnaissance et de motivation, mais c'est aussi un investissement hein, pour l'avenir des plus jeunes. Il s'adresse à tous les enfants qui sont débutants en français langue étrangère, qui suivent une scolarité dans l'enseignement élémentaire ou qui sont en âge, en tout cas, de le suivre. Donc,
En France, je vous l'ai dit, 7-11 ans, mais voilà, ce chiffre cette fourchette peut varier en fonction des systèmes éducatifs. Ce diplôme DELFRIM, il a la même valeur qu'un DELF junior ou un DELF tout public. C'est juste que pendant le DELFRIM, on aura des thèmes qui intéressent, voilà, on va plutôt sélectionner des thèmes qui intéressent les plus jeunes. Parce que comme on l'a dit précédemment, dans le DELFRIM, les jeunes apprenants, les candidats sont placés dans un contexte qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, et qui les fera plus facilement réagir et qui les aidera aussi à démontrer toutes leurs compétences auprès des examinateurs. Alors, concrètement, comment se présente le DELFRIM? On a voilà, des livrets en couleur. Ici, c'est le livret sur lequel va composer le candidat. Et puis, on a aussi un livret pour les examinateurs avec les sujets de production orale. Et vous voyez ici qu'on a nos mascottes. Si vous êtes habitué du DELFRIM, vous les reconnaissez, ces petites mascottes qui vont… C'est un peu un fil rouge, si tu veux. C'est des petits copains voilà, qu'on va retrouver sur toutes les pages et qui ont un petit peu… voilà, un côté rassurant, je sais pas, un côté doudou, j'en sais rien, on peut y voir ce qu'on veut. Voilà, mais en tout cas, c'est un rituel, une continuité qu'on retrouve sur toutes les pages et sur toutes les compétences du DELFRIM. Voilà, alors ça, ce sont les livrets. Rentrons maintenant plus en détail dans les exercices. On voit, donc on a systématiquement des consignes ici qui sont écrites, mais aussi oralisées. On l'a vu tout à l'heure, que l'oral a été plus important chez les enfants. Donc, on va oraliser ces consignes. Vous pouvez voir aussi qu'elles sont simples. Il n'y a pas de métalangage. Elles sont actionnelles. Et on ajoute aussi de nombreuses aides visuelles, que ce soit les pictogrammes qui vont aider les enfants à comprendre comment ils doivent répondre. On a aussi notre petite mascotte qui nous permet de nous repérer dans quelles compétences on se situe. Et on a des exemples pour renforcer la compréhension des consignes. Tout ça, ça participe aussi de la compréhension intuitive dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les thématiques sont adaptées, les domaines aussi, il n'y aura pas de domaine professionnel dans le DELFRIM. Et on a les dialogues de compréhension orale qui sont enregistrés par des enfants pour renforcer le côté authentique, l'authenticité, mais aussi l'identification des candidats avec ce diplôme. Voilà. En ce qui concerne l'évaluation, les grilles sont spécifiques. Elles diffèrent un petit peu de ce qu'on retrouve pour le tout public ou le junior, et elles se rapprochent en fait de ce qui existe dans les évaluations dans les écoles primaires en France, où on a ces niveaux d'acquisition non acquis, partiellement acquis, et acquis. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans les grilles d'évaluation du système éducatif français en primaire. Ce qui change aussi au DELFRIM, c'est qu'on n'a qu'un seul examinateur au lieu des 2 obligatoires, pour ne pas intimider le jeune candidat. Et cet examinateur, le fait qu'il n'y en ait qu'un, joue aussi un rôle dans la compréhension intuitive, puisque un seul examinateur va permettre de mettre le candidat en confiance et d'utiliser davantage les gestes, l'intonation, les sourires, la proximité pour assurer le candidat. Voilà. Et voilà, on va regarder un petit peu de plus près les épreuves, et je vais laisser Magosha vous en parler. Merci Marie. Donc, on va maintenant aborder plus particulièrement le contenu des épreuves et les activités de préparation qui sont proposées pour les réussir. Donc, je vais commencer par les épreuves de compréhension et Marie vous parlera après des épreuves de production. Donc, d'abord, quels sont les objectifs de cette préparation? Donc, l'idée, c'est avant tout d'habituer les apprenants au format des épreuves et de leur donner des outils pour renforcer leurs compétences en développant des stratégies d'écoute, mais aussi des stratégies de lecture qui soient efficaces. Et bien sûr, l'un des objectifs majeurs, c'est d'améliorer leur confiance, leur autonomie, pour qu'ils abordent ces exercices de façon préparée et avec sérénité. Donc, comment est-ce qu'on met tout ça en place dans les ouvrages de préparation? Donc, notre approche, elle repose sur un entraînement qui est progressif. Les enfants sont exposés à une grande diversité de supports, que ce soit audio ou textuel. Et le but, c'est qu'ils apprennent à s'adapter à différentes situations de communication. Donc, les exercices proposés sont variés. Ils leur permettent d'identifier rapidement les thèmes, les mots-clés, les mots essentiels, etc.
Donc, en fait, le but, c'est que ça permette aux apprenants de se familiariser avec les formats des épreuves, de savoir répondre efficacement aux différentes questions, et on les entraîne au repérage, à l'identification des situations de communication, donc qui parle, à qui, sur quel sujet, dans quel contexte, etc. Et on propose à la fois un travail sur les questions de compréhension globale et sur les sur les questions de compréhension détaillées qu'on retrouvera dans les examens. Donc, on va maintenant changer de diapositive et on va s'intéresser un peu plus en détail à la compréhension pour les niveaux A1 et A2. On va commencer par le A1. Donc, pour la compréhension orale en A1, l'épreuve dure au total 20 minutes. Et dans le premier exercice, il s'agit de reconnaître les goûts d'un enfant qui exprime ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Là, vous voyez s'afficher en fait les descripteurs du cadre européen commun de référence sur les langues sur lesquels sont basés les exercices du DELF. Donc, premier exercice, c'est reconnaître les goûts d'un enfant qui parle, qui dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ensuite, le deuxième exercice, on teste la compréhension de situations simples avec des dialogues de la vie quotidienne. Donc, je vous montrerai tout à l'heure 2 exemples un peu plus précis, parce que ces exercices sont un petit peu spécifiques. Et enfin, le troisième exercice va un peu plus loin en évaluant la capacité à comprendre un message qui est enregistré sur un répondeur. Donc là, l'enfant doit comprendre la situation globale. Par exemple, il est invité à aller à la piscine ou au parc avec ses amis. Et aussi des informations détaillées, par exemple, sur l'heure du rendez-vous ou ce qu'il ou elle devra apporter. On va maintenant passer à la compréhension orale pour le A2. Donc là, l'épreuve est de 25 minutes et on monte ici très légèrement en difficulté. Dans le premier exercice, il s'agit de comprendre des consignes orales dans un contexte qui est toujours scolaire, familial, amical. Dans le deuxième exercice, le but est d'identifier les opinions dans des discussions simples. Et enfin, dans le troisième exercice, il faut comprendre une conversation entre 2 personnes sur des sujets qui sont toujours des sujets familiers de la vie quotidienne, comme raconter une sortie scolaire, une activité sportive, un voyage familial, etc. Donc, si on passe à la diapositive suivante, vous avez plus en détail les 2 premiers exercices de la compréhension orale du A1 dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils sont un peu particuliers puisque dans le premier exercice, il s'agit de comprendre ce qu'un enfant aime ou n'aime pas. Donc, vous voyez qu'il y a une image qui est barrée, c'est l'activité que l'enfant n'aime pas faire. Et là, il faut que le candidat, que l'élève sélectionne les bons dessins. Pour l'exercice 2, à droite, donc toujours pour le niveau A1, là, l'apprenant doit reconnaître à quel dessin correspondent les très courts dialogues entendus. Et on voit que les dessins ici sont adaptés aux jeunes enfants qui représentent des situations authentiques de la vie quotidienne. Donc, on est toujours sur les mêmes thématiques, l'école, la famille, les loisirs, etc. Si on passe à la diapositive suivante, là, on a 2 exemples d'activités préparatoires. Donc, à gauche pour la compréhension orale du A1, c'est à la fois une préparation sur le type d'exercice, donc cocher des réponses avec des images, mais aussi sur le lexique, ici donc les animaux domestiques. Et à droite, vous avez une activité préparatoire, cette fois pour le A2, donc apprendre à relier des dialogues à des images, comprendre des instructions simples, etc. Donc, toutes les activités de compréhension orale sont conçues pour habituer les enfants à écouter des dialogues, des messages simples, et évidemment en tenant compte de leur niveau d'attention et de leurs besoins en support visuel. Donc, tous les supports sont illustrés. Et les activités préparatoires permettent de revoir à la fois les différents types d'exercices. Donc, on a noté les numéros, cocher des réponses, écrire des réponses, cocher des réponses imagées ou écrire des réponses courtes. Donc, on peut passer à la suite. Donc là, on va s'intéresser aux épreuves de compréhension des écrits, donc toujours pour les niveaux A1 et A2. Donc, on va commencer par le A1, qui dure 30 minutes. Donc là, le premier exercice concerne la lecture de messages personnels courts, comme par exemple une carte postale. Le deuxième porte sur la compréhension
de petites instructions, donc par exemple des consignes données à un enseignant pour faire ses devoirs. Et enfin, les 3e et 4e exercices demandent de comprendre une affiche et un court article qui sont en lien avec la vie quotidienne de l'enfant. Donc, par exemple, ça peut être une affiche pour s'inscrire à un atelier, un article sur une fête de l'école, etc. Et pour la compréhension écrite, pour la compréhension des écrits du A2, là aussi, on est sur une durée de 30 minutes, mais le niveau monte légèrement en difficulté puisqu'on a des supports qui sont un peu plus longs, un peu plus structurés. Donc, pour le premier exercice, on évalue la compréhension d'un message personnel qui est un peu plus développé. Donc là, ça serait plutôt un court email. Pour le deuxième exercice, là, l'exercice porte sur des consignes écrites plus détaillées. Donc, par exemple, celle pour participer à un concours ou à un événement. Et enfin, pour le troisième exercice, donc là, il n'y a que 3 exercices. Là, on demande de repérer des informations dans un article ou dans une histoire très simple. Voilà, on va passer ensuite à des exemples. Donc là, vous avez des exemples d'activités de préparation pour la compréhension écrite. Donc à gauche, une activité pour le A1. Donc il s'agit de repérer des informations dans un texte, donc entourer des dates, des lieux, des activités, des personnes, etc. Donc c'est une activité de repérage. Et à droite, vous avez une activité de préparation pour le niveau A2. Là, il s'agit d'associer donc le début et la fin de phrase à des consignes. Donc, à chaque fois, on propose des activités qui sont le plus variées possible pour motiver les apprenants et pour développer leur autonomie. Et maintenant, je vais laisser Marie prendre la parole pour les activités de production. Merci Magosha. On va maintenant découvrir les épreuves de production écrite et orale pour savoir comment y préparer efficacement les élèves. Car comme le dit Bernard Cerchellini, qui est un grand linguiste français, que vous connaissez peut-être d'ailleurs à travers l'émission « Merci professeur » sur TV5 Monde, la maîtrise d'une langue, c'est produire des énoncés. Enseigner la compréhension, c'est un tout autre métier. Donc effectivement, c'est important de bien préparer les apprenants à la compréhension, à la production, pardon. Alors, que nous demande le cadre européen en termes de compétences des apprenants en production écrite, en A1? On va vérifier si l'apprenant doit être capable de demander ou de donner des renseignements sur lui-même, sur des choses très concrètes, très courtes, sa famille, les animaux domestiques, des goûts. Voilà, et c'est cet exercice qui se traduit par le formulaire. On doit compléter des formulaires en donnant des informations très précises sur soi. Voilà, l'apprenant en A1 est capable d'écrire une carte postale simple et brève, et c'est le deuxième exercice de la production écrite que l'on voit dans le DELF-Prime, où on doit rédiger un message simple. Le plus souvent, c'est une lettre ou une carte postale de ces activités qu'on écrit à un ami. Donc, la production écrite en A1, on le verra tout à l'heure. En A2, la production écrite évolue aussi légèrement, mais encore une fois, ici, l'apprenant est capable d'écrire des textes courts sur des sujets d'intérêt familier, comme en A1, sauf que là, il va être capable de justifier un petit peu et de donner ses impressions sur ce qu'il a fait ou sur ce qu'il fait. C'est ce premier exercice où il va écrire une lettre, aussi une carte postale de ses vacances ou d'un événement auquel il a assisté. En A2, en production écrite, l'apprenant est aussi capable d'écrire une lettre personnelle très simple pour exprimer des remerciements, des excuses, pour produire ce qu'il veut. C'est de l'interaction écrite ici, elle apparaît seulement au niveau A2. C'est répondre à une invitation, l'accepter, la refuser, proposer autre chose. Et comme Magosha l'a dit, ça commence à se structurer un petit peu plus au niveau des supports de compréhension, mais aussi au niveau de ce qu'on demande en production. Ça veut dire que le candidat va être capable de relier un petit peu
ces phrases soit par une logique, soit par quelques connecteurs qui sont très simples et très limités, hein, et parce que. Voilà. La production écrite en A1 dure 30 minutes contre 45 minutes en A2. Vous voyez une légère augmentation de la durée qui se traduit par le fait aussi que les 2 exercices de A2 sont un peu plus longs parce qu'ils demandent une écriture, contrairement au formulaire qui est peut-être un peu plus rapide. En ce qui concerne la production orale, en A1, un candidat ou un apprenant doit être capable de se décrire et de décrire ses activités, son lieu d'habitation, sa famille, son environnement très proche. C'est cette première activité de production orale qu'on retrouve dans le DELF, que ce soit prime, junior ou tout public, hein, parler de soi, l'entretien dirigé au moyen de questions. Il doit également être capable de décrire simplement un objet, de décrire une image. Et c'est cet exercice qu'on a dans le DELF Prime, où on a une série de 6 dessins, une histoire, une petite histoire avec une chronologie, et que le candidat doit pouvoir raconter, hein, en décrivant ce qu'il voit, à la fois les détails vestimentaires, physiques, mais aussi les actions. Donc ça, c'est l'exercice 2 du DELF Prime A1 en production orale. Et il est aussi capable de répondre à des questions simples et en poser sur des sujets des besoins immédiats, hein, des sujets très familiers et concrets. Et c'est cet exercice en interaction où on va placer le candidat dans une situation où il doit demander, poser des questions pour pouvoir faire un choix, choisir un plat, choisir quelque chose. On ne va pas les faire acheter en DELF Prime, hein, contrairement aux juniors ou tout public, mais on va leur demander de choisir quelque chose. En A2, on retrouve les mêmes objectifs, les mêmes compétences attendues. On va demander au candidat de savoir décrire sa famille, ses conditions de vie, donc c'est un peu plus large, mais toujours en termes simples. Et il doit aussi être capable de présenter seul, simplement, soit des gens, soit une activité, une préférence, et donner aussi les raisons, hein, pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas quelque chose. Donc ça, c'est l'exercice 2 qu'on retrouve aussi dans les autres déclinaisons, hein, c'est le monologue suivi. Hein, donc on le retrouve aussi en DELF Prime sur des thématiques qui sont évidemment spéciales pour les enfants. Et le dernier exercice, qui est l'exercice d'interaction, comme pour le A1, on va voir si l'apprenant est capable d'échanger, hein, des idées et de demander des renseignements pour se mettre d'accord sur une activité à faire, sur un programme d'une journée, sur une sortie. Et ça, c'est cet exercice 3. En A1, on est sur un temps de parole effectif de 5 à 7 minutes, avec une légère augmentation en A2, puisqu'on passe à 6-8 minutes. Donc là, vous voyez, que ce soit en production orale ou en production écrite, qu'entre le A1 et le A2, finalement, les compétences demandées et les thèmes abordés sont similaires, puisque ces 2 niveaux font partie du niveau élémentaire. Hein. Donc, ce n'est pas tellement, finalement, sur le quoi qu'intervient la différence, mais plutôt sur le comment, puisque en A1, on va rester sur des choses très simples, isolées, alors que sur le A2, on aura un peu plus de détails, et on aura des détails et aussi des raisons. On va commencer à dire pourquoi on préfère ou on veut ou pas telle chose. Hein. Par exemple, en A1, la description est demandée dans les 2 niveaux, mais en A1, on va plutôt se focaliser sur une description peut-être physique, comme ma gauche l'a dit tout à l'heure, sur des horaires, sur des chiffres, des couleurs, des goûts simples, alors qu'en A2, on va, dans la description, on va ajouter des qualités personnelles, hein, c'est drôle, il est sympa, il est sévère, des choses comme ça. On donnera aussi pas juste ses goûts, mais ses préférences avec une justification, comme j'ai dit. Et puis, on va aussi aborder non pas juste le quotidien, le présent, mais le passé, hein, puisqu'on va demander à un candidat de pouvoir raconter des vacances, un événement passé. Alors que sur le 1, on se focalisera sur le présent. Donc, vous voyez, mais on reste sur les mêmes thématiques, l'école, les amis, les sorties, les activités qui sont très présentes. Mais c'est plus sur la façon de le dire que la différence entre les 2 niveaux va s'observer.
Alors, comme pour la production, notre démarche, la démarche que nous avons adoptée dans nos ouvrages, elle va consister à préparer les enfants sur des compétences partielles, selon chaque activité langagière, et aussi selon les différents objectifs ou les objectifs des différents exercices, puisque pour chaque exercice, on a un objectif d'évaluation différent. Et donc, on va faire acquérir les compétences par palier pour amener progressivement, comme Maboucha l'a dit, vers l'autonomie, mais ici l'autonomie en production, qui est un peu plus, peut-être un peu plus compliquée, où l'enfant va vraiment devoir produire des énoncés seul. Et voilà, l'objectif, c'est aussi de les familiariser au format des épreuves officielles, puisque l'évaluation ne doit pas être une surprise. Alors, pour préparer les enfants aux épreuves de production, que ce soit pour le A1 ou pour le A2, dans nos 2 ouvrages, nous avons adopté 3 méthodes qui sont complémentaires et parfois imbriquées. Une première méthode, c'est qu'on va commencer par exposer les enfants à des énoncés. Et à partir de ces énoncés, on va leur demander un repérage d'informations, un repérage global et ou fin, pour qu'ils puissent ensuite les reproduire par mimétisme. Je vous montrerai des exemples, je vais vous montrer maintenant d'ailleurs des exemples. On a ici ce formulaire où là on les expose aux champs qu'ils pourront trouver dans le formulaire des épreuves officielles, et on va, voilà, c'est du repérage, on va tout simplement leur demander d'apparier, de donner la réponse au bon champ. Donc là, c'est du repérage. On a aussi un autre type de repérage. Ici, c'est pour le monologue suivi de la production orale du A2, où on va d'abord exposer à des énoncés. C'est Milo qui décrit son quartier, puisque c'est quelque chose qui est attendu en A2 sur cet exercice-là. Il va décrire son quartier. Donc, on a un premier repérage d'informations où l'apprenant ou l'enfant va devoir dire si oui ou non Milo aime les différents éléments de son quartier. Et ensuite, on va lui demander de reproduire, lui, par rapport à son propre quartier, de refaire ce que Milo a fait, mais par rapport à sa situation. Donc ça, c'est une première approche. Une deuxième approche qu'on a un peu plus privilégiée pour le A1, puisque sur le A1, on est plus sur du lexique, sur des choses simples et courtes. Et où on va plutôt miser sur le développement, l'enrichissement de l'étendue lexicale de champs lexicaux. Et ensuite, on leur demandera de réutiliser à bon escient le lexique vu. On a ici, par exemple, si c'est la production écrite A2 où on doit raconter dans une carte postale ses vacances. Donc ici, on a un exercice, parce que les vacances, ça revient très souvent dans le DELF, parce que ça fait partie des compétences élémentaires attendues. Donc là, on a un petit support autour des vacances et notamment du camping, où on va développer le champ lexical du camping et des vacances. Mais on a aussi, par exemple, pour la production orale, pour se présenter, on va aussi cibler des thématiques. Donc, on va avoir un dialogue qui va être uniquement concentré, par exemple, sur la nationalité, pour enrichir le lexique des nationalités, ou sur l'expression de l'âge, ou encore les matières scolaires, puisque l'école est une thématique prépondérante dans le DELF'. Donc là, on va se focaliser uniquement sur le lexique autour des matières scolaires. Donc ça, c'est une deuxième approche que nous avons privilégiée dans nos ouvrages. Une troisième approche, mais qui se rapproche de la précédente, c'est qu'au lieu de cibler des thèmes, on va cibler des actes de parole, puisque c'est ce qu'on demande à travers les consignes dans le DELF', pour varier les façons de dire et aussi accroître l'aisance, avoir davantage de bagages linguistiques pour pouvoir les reproduire, les réutiliser dans un autre contexte, dans une autre situation et aller vers une autonomie. Ici, j'ai 3 exemples. Le premier, c'est pour la production orale du niveau A1, l'interaction. Le troisième exercice, l'interaction, où on demande à l'enfant de poser des questions pour qu'il puisse faire un choix. Et donc là, on a choisi de les faire travailler
uniquement sur la question, sur l'interrogation. Voilà, comment on peut poser une question en français, comment on peut varier aussi sa façon de poser des questions, puisqu'il sera évalué évidemment sur la question correcte, mais aussi sur la variété des structures utilisées. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple ici pour la production écrite du niveau A1, où on doit écrire une carte postale pour raconter bien souvent des activités. Donc là, on va travailler uniquement sur la description d'activités simples. On a un exemple qui vont aussi, quand je vous disais que ces 3 approches étaient imbriquées, ici, voilà, on leur propose un énoncé qu'ils vont devoir reproduire. Donc, on a un exemple, et ici, on se focalise uniquement sur des activités, et on leur donne une aide, ils ne partent pas de rien, on leur donne des dessins, ils vont devoir décrire les dessins, qui sont des dessins aussi qui évoquent des situations typiques du DELF prime. Voilà. Et enfin, un dernier sur la production orale du A2, le 3e exercice, l'interaction, où le candidat doit se mettre d'accord sur un programme d'activité ou proposer autre chose si ça ne convient pas. Donc là, c'est pareil, on va se focaliser sur le refus de proposition et la proposition d'une autre sortie, d'une alternative. Donc là, au niveau A2, donc c'est un peu plus, enfin, ça correspond un peu plus au niveau A2. Donc, c'est un peu moins guidé, mais ça reste quand même guidé, puisqu'on leur donne directement l'exemple. En tout cas, le premier exemple, et le second, sur la proposition, est libre. Donc, voilà. Ils pourront ensuite réinvestir toutes ces méthodologies de préparation à travers des sujets d'évaluation qui sont similaires aux épreuves officielles, dans une partie de l'ouvrage qui s'appelle « S'entraîner », mais aussi à travers une épreuve blanche que nous avons fournie, qui se rapproche de ce qu'on retrouve dans les versions officielles du DELF. Voilà, quelle modalité nous avons choisi pour préparer les enfants à ces exercices de production. Ce sont des méthodes, ce sont des exercices, des modalités qui existent dans le DELF, comme apparier, on vous l'a montré tout à l'heure, apparier des éléments, que ce soit de l'audio à du texte, de l'audio à une image, du texte à une image, du texte à du texte. Et puis, d'autres modalités pour associer le dire au faire. Donc, on va relier des éléments, noter un numéro, cocher, replacer des étiquettes. On a même une activité où il faut colorier, ou écrire, parler aussi, évidemment. Voilà. Et les supports que nous utilisons dans nos ouvrages sont authentiques, tant d'un point de vue de la situation de communication que de l'interaction. Ce qu'on entend par authentique, c'est tout simplement qu'ils sont plausibles dans la vie et par rapport à ce qu'ils pourraient vivre. Ils pourraient tout à fait rencontrer ce genre de situation, avoir à se présenter, parler d'un ami ou de leur famille, décrire une journée, une sortie à l'école ou une sortie avec leur famille, interagir avec des amis, avec des adultes, des parents, avec un enseignant, un personnel de la cantine, quelqu'un éventuellement dans un magasin. Et c'est pareil, les thèmes que nous avons privilégiés dans nos ouvrages sont les thèmes les plus récurrents. Ce sont tous les thèmes qu'on retrouve dans les épreuves officielles, et ce sont des thèmes, bien sûr, qui parlent aux enfants. Magocha l'a évoqué tout à l'heure, mais ce sont les mêmes. Et encore une fois, ce sont les mêmes pour le A1 et pour le A2 parce que ces niveaux sont élémentaires. C'est plus dans la façon de faire que finalement dans le contenu même. Les amis, l'école, les animaux, les loisirs, les sorties, les anniversaires aussi, bien sûr. Donc, je vous ai mis quelques exemples de ces sujets auxquels on va exposer on va préparer les enfants. Vous voyez là, à la cantine, on va poser des questions pour choisir son menu. Ou alors encore ici, on va demander, c'est de la production écrite, de décrire sa maison, puis de décrire ce qu'on y fait avec sa famille, le soir, le week-end. Ou encore pour le monologue suivi du A2, on a décrire un ami ou une amie. Voilà, donc encore une fois, une présentation, description physique, des qualités personnelles, et puis des activités, parler des activités. Donc voilà, c'est un petit peu nos stratégies pour préparer les enfants aux épreuves de compréhension et de production. Donc je vais laisser maintenant Magocha vous présenter plus en détail
nos ressources. Merci Marie. Donc voilà, là, vous voyez s'afficher les deux couvertures des ouvrages qu'on vous propose pour préparer vos élèves. Donc, c'est des ouvrages qui sont conçus pour offrir une préparation à la fois efficace, motivante, mais aussi vraiment adaptée aux enfants, avec des activités qui sont toujours progressives. Vous avez des audios qui accompagnent l'ouvrage et qui peuvent être écoutés soit en ligne, soit via le site compagnon Didier Fleu. Donc, ça permet aussi de travailler de façon autonome si les enfants le souhaitent, ou de travailler en classe si vous voulez préparer vos élèves. Et l'ouvrage donc, pour le DELFPRIM A2 est prêt, donc il devrait sortir en avril, donc le mois prochain. Alors, je ne sais pas si la diapositive s'affiche correctement. OK. Oui. Donc, sur la diapositive suivante, on a donc, dans les deux ouvrages, on adopte la même méthodologie avec plusieurs types de pages qui structurent l'apprentissage. Donc, on a les pages comprendre, comme ici. Je ne sais pas si vous la voyez s'afficher. Elles permettent aux apprenants de bien saisir les objectifs de chaque exercice, de repérer les savoir-faire nécessaires, d'avoir des conseils pratiques pour progresser. On a les pages se préparer, qui aident à acquérir de façon progressive les compétences essentielles. On a les pages s'entraîner, donc là où on a des épreuves types, hein, donc pour se familiariser avec les épreuves. Et enfin, les pages prêts pour l'examen. Donc là, vous avez aussi un exemple qui s'affiche. Et là, c'est pour que les élèves puissent réviser, synthétiser un peu ce qui a été appris. Et on a en plus un petit focus culture avec une activité ludique. On va voir des exemples dans quelques instants. Donc, sur la diapositive suivante, vous voyez qu'on a aussi un tableau qui permet aux élèves de s'auto-évaluer avec 3 niveaux d'acquisition. Et évidemment, il y a les corrigés donc, qui sont aussi dans l'ouvrage avec des conseils pour comprendre les réponses. Et on a une explicitation des grilles d'évaluation, donc pour les enfants, mais aussi pour leurs enseignants. Et enfin, une épreuve blanche, comme l'a dit Marie tout à l'heure, pour s'entraîner, Et comme on le disait, c'est effectivement important que l'évaluation ne soit pas une surprise et que les élèves soient bien entraînés et puissent s'entraîner avec ce type d'épreuve. Alors, si on passe à la diapositive suivante, on a vu tout à l'heure avec Marie qu'un des points essentiels dans l'apprentissage du français précoce, c'est de proposer des supports qui soient attrayants, engageants. Dans les deux ouvrages de préparation, on s'efforce de proposer donc, des supports authentiques, comme l'a dit Marie, mais avec des couvertures qui sont inspirées de livres, de magazines pour enfants. Il y a beaucoup d'illustrations, de dessins, de photos aussi réalistes qui rendent les contenus un peu plus vivants, un peu plus concrets. On utilise aussi des pictogrammes, donc comme dans l'examen du DELF, hein, qui permettent de guider les apprenants dans la compréhension des consignes et des types de réponses qui sont attendues. Et enfin, les consignes sont lues comme dans l'examen, ce qui facilite aussi leur compréhension. Alors, sur cette diapositive, vous voyez qu'on a des exemples de pages avec des couvertures de magazines, par exemple, avec ces exercices de production orale pour le niveau A2, à gauche. Et on a aussi un autre exemple de préparation dont certaines questions proposent de sélectionner des photos. Donc, on voit aussi qu'il y a des pictogrammes, comme dans l'examen officiel. Donc, voilà, ça illustre un petit peu ce que Marie vous a dit tout à l'heure. Donc, les points, on va dire les points forts de ces deux ouvrages, hein, c'est la continuité entre les deux niveaux A1 et A2, qui garantissent un apprentissage qui soit progressif, qui soit cohérent. On a une organisation qui est toujours en 4 compétences, là aussi, qui reprend l'organisation de l'examen avec les 4 compétences. Et ça permet aux apprenants de se familiariser avec le format officiel des épreuves. On a une
grande flexibilité qui est possible, puisqu'on peut utiliser ces ouvrages à la fois en autonomie ou en classe. Et on a des activités qui sont toujours guidées avec des conseils pratiques qui aident les enfants à progresser sereinement. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi des pages de découverte culturelle avec des activités ludiques pour apprendre en s'amusant. Et on va avoir des exemples. Voilà, les exemples s'affichent. Donc, là, vous voyez qu'on a des exemples avec ces 3 pages culturelles. Donc, la première pour le niveau A1 et les 2 autres pour le niveau A2. Donc, elles présentent des aspects culturels qui permettent aussi de se familiariser avec les thématiques des examens, comme ici avec un point spécifique sur les cartes postales, sur la fête de la musique, sur les grandes vacances. Donc, c'est des thématiques qui vont être, qu'on va retrouver aussi dans les examens du DELF-PRIME. Et pour clore chaque partie, il y a un petit jeu donc, qui est lié avec la compétence et la thématique travaillée. Voilà, donc là, on a fait un tour d'horizon des 2 ouvrages. On est dans les temps, on a encore 10 petites minutes pour les questions, si vous en avez. Un petit peu moins, parce qu'on doit quitter un petit peu avant. Mais merci beaucoup, Marie, et merci, Magosha, pour cette présentation autour de comment évaluer l'apprentissage précoce du français. Je pense que ça a été très apprécié. Il y avait des commentaires dans le chat et puis vous êtes nombreux présents. Donc, comme on vous l'a présenté, donc Marie et Magosha sont autrices du DELF-PRIME A1 dans la collection 100% réussite et du DELF-PRIME A2. Le DELF-PRIME A2, c'est le seul ouvrage de préparation à ce diplôme qui existe aujourd'hui, donc chez Didier Fleu, donc, qui sortira, comme on vous l'a dit, au mois d'avril. Avec Marie Magosha et Isabelle Villeman, qui est responsable éditoriale, on va répondre à vos questions. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Alors, il y avait une question de excusez-moi pour la prononciation, Wayoni, qui se demandait, pour réduire le stress des élèves, les professeurs sont-ils autorisés à devenir leur correcteur examinateur lors de l'épreuve? Dans le DELF, dans les épreuves officielles? Non. Non, pour des raisons d'équité, en fait, non, on ne peut pas évaluer ses propres élèves. C'est pour ça aussi qu'il y a il y a vraiment un vrai effort de préparation et que ces méthodes sont vraiment calées sur ce qu'on fait dans le DELF pour vraiment dédramatiser le plus possible en amont la passation, mais non. Non, c'est interdit. Pour les examens officiels, oui, c'est toujours des extérieurs pour évaluer les apprenants, même si ce sont des enfants. Tout à fait. Voilà, il y a d'autres choses. Hein. Quand je dis un seul examinateur pour ne pas les intimider, il y a aussi de la bienveillance. Je veux dire, il y a d'autres choses qui font que l'enfant est passé dans une situation plutôt rassurante, mais non pour des raisons évidemment d'équité et d'objectivité surtout de l'évaluation, ce n'est pas possible. Alors moi j'ai une question pour prolonger. Marie, est-ce que dans l'évaluation des correcteurs et examinateurs, est-ce qu'il y a quelque chose en plus dans cette formation quand c'est pour faire passer des DELF-PRIME ou c'est la même formation? Alors c'est une formation, alors tout dépend, on peut nous demander des formations spécifiques sur le DELF-PRIME, mais sinon l'habilitation A1, A2 sur le tout public ou le scolaire, l'habilitation classique suffit. Seulement, pour pouvoir faire passer les examens, on demande obligatoirement que les potentiels examinateurs correcteurs suivent un module d'auto-formation au DELF-PRIME sur notre plateforme de formation en ligne FEI+. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir il y a un certificat de suivi qui est obligatoire à remettre obligatoirement au chef de centre pour pouvoir faire passer les épreuves. Ouais. Donc, c'est un complément de formation. D'accord. Il y avait une question de Merel qui, je pense, doit faire passer le DELF-PRIME 1.1. Donc, on a surtout parlé du 1 et du A2. On peut annoncer que Didier Fleu vous présentera l'an prochain un ouvrage pour préparer le niveau 1.1. Donc, pour répondre à votre question, Merel, non, dans les ouvrages qu'on vous a présentés, il n'y a pas d'exemple du A1.1. Ça fera l'objet d'un autre ouvrage. On a plusieurs questions de Pascal. Qui nous dit « Nous sommes ici dans l'apprentissage précoce des 7-11 ans. Qu'en est-il pour les 4-7 ans? Avez-vous des ouvrages en préparation? Ou est-ce que FEI réfléchit à des diplômes pour des enfants aussi jeunes ?» Non.
Non. Pas côté FEI, après, côté Didier, je ne sais pas. Non. Pas de Nous avons des ouvrages effectivement pour les maternelles. Nous avons une collection qui s'appelle Mini Passe-Passe pour les 4-6 ans. Donc, il y a 2 cahiers, 4-5 ans et 5-6 ans. C'est effectivement pour initier l'apprentissage du français langue étrangère, mais ce n'est pas dans un objectif d'évaluation des acquisitions des élèves. Donc, voilà, il n'y a pas d'ailleurs de diplôme pour évaluer aussi jeune. Pascal se posait la question, peut-être par rapport à un exemple qui a été présenté, est-ce qu'on utilise l'imparfait dans les compréhensions écrites? Alors, c'est possible pour le A2, j'imagine. Magosha, si tu veux répondre? En fait, dans les ouvrages, vous avez justement des corrigés avec des exemples de production que peuvent faire les élèves, que j'ai vu que c'était aussi dans les questions, là, dans la messagerie. Donc, on donne des exemples à la fois, des exemples des exemples des productions qui peuvent être attendues. Et vous avez à la fin de chaque page, justement, ce qui est attendu aussi en termes linguistiques sur les temps, quel temps utiliser, quelle structure grammaticale, etc. Ok. Merci Magosha. Alors, autre question. Donc, le titre des 2 ouvrages, donc c'est la collection 100% réussite et ça s'appelle Le DELFPRIM 1, le DELFPRIM A2, donc aux éditions Didier, Français langue étrangère, Didier Fleu. Ça, c'était pour répondre à Noéline. Miyoshi nous pose une question. Face à un candidat timide ou assez faible, jusqu'où peut-on proposer des soutiens en tant que jury pendant l'épreuve de production orale? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de phrases pour, j'imagine, aider l'élève, l'enfant timide à parler? Alors, pour aider l'enfant timide, on va évidemment pas lui donner la réponse, mais on va beaucoup jouer sur la reformulation, aussi sur toute la compréhension intuitive, peut-être y mettre un peu de sourire, un peu de gestes, mais beaucoup sur la reformulation des questions. Ça va être essentiellement ça, ou passer à une autre question si on voit que ça ne marche pas. C'est lui donner le maximum de chances de produire. Voilà, après, ça reste un examen. On évalue ce qu'on a, la performance du candidat, mais l'examinateur est là pour aider au maximum, donc surtout à travers la reformulation des questions. Et ça, voilà, les questions sont très importantes parce que le rôle de l'examinateur est très important parce que c'est lui qui va donner au candidat la chance de réussir sa performance. Donc, il faut vraiment veiller à avoir des questions qui sont adaptées et au public et au niveau. Donc, reformulez vos questions, simplifiez vos questions, changez de questions et aidez aussi, notamment sur la description de la petite histoire, par exemple en A1. Peut-être qu'on va aller très vite et oublier des choses, donc on va lui pointer des choses plus spécifiquement. Et là, la maman, elle est habillée comment? Le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Là, de quelle couleur est le ciel? Enfin, je ne sais pas, voilà, sur des choses en fonction du niveau, évidemment. On va rester sur un niveau A1 ou un niveau A2, même si l'enfant est timide et qu'il n'y arrive pas. Ou à partir du moment où on est obligé de faire des choses plus simples, ça veut dire que l'enfant n'a peut-être pas non plus le niveau. Donc, c'est aussi, encore une fois, une sorte d'objectivité. Mais les grilles sont là pour nous aider quand même, pour vous aider. Voilà ce que je peux dire. Merci Marie. Donc, pour répondre à Pascal, il n'y a pas de lexique plurilingue dans les ouvrages. Voilà. Autre question. Pendant la passation de production orale, est-ce qu'il faut 2 professeurs pour le DELFPRIM A2? Alors, comme je lui dis, non, c'est la seule déclinaison pour laquelle on accepte un seul examinateur, que ce soit même pour le A2. Hein. Ou A2, ouais. Okay. C'est toute la déclinaison, parce qu'ils sont jeunes en fait. C'est aussi pour réduire le stress, ça revient aussi à la première question. Ok, des exemples, on peut en trouver sur le site de France Éducation Internationale. Il doit y avoir un exemple pour chaque DELFPRIM, je crois, c'est ça? Il y avait une question. Oui, un exemple par niveau. Voilà. Eh bien, on vous remercie puisqu'il nous reste une petite minute. Il va falloir que nous terminions. Donc, merci beaucoup à nos 2 co-autrices, Marie et Magosha. Merci Isabelle. Merci à toutes et tous pour votre présence. Vous êtes toujours aussi nombreux au webinaire et on vous dit à très vite pour un nouveau webinaire. D'ailleurs, il y en a un à 17h. Donc, voilà, à très vite. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.